suis Mireille Borins, enseignante-chercheuse en anglais et en études de genre à l'Université de Grenoble. Le problème, c'est que l'école enjoint à des injonctions de mixité et d'égalité et qu'en même temps, elle est le lieu du maintien et non des éradications des inégalités. Donc comment on procède? On a des textes ministériels qui viennent régulièrement nourrir notre réflexion. En revanche, l'action se fait au quotidien par chacun et chacune d'entre nous au sein de nos classes. Et donc, on doit réfléchir aux matériaux qu'on propose, au savoir qu'on transmet. On doit regarder ce qui se passe dans nos classes, on doit compter, on doit être vigilant sur un ensemble de choses qui vont contrer le fait que, de façon un peu insidieuse et de façon un peu non remise en question, s'installe un clivage entre les élèves filles et garçons, par exemple dans la prise de parole lors des classes, par exemple dans les activités lors de la cour de récréation. Donc finalement, il s'agit surtout d'aiguiser le regard de chacun et chacune d'entre nous. Les dangers, c'est d'une part que l'on doit vraiment être très très vigilant sur une transmission égalitaire de compétences et de savoirs. C'est un peu le métier que l'on a choisi de faire. Et d'autre part, le danger, c'est vraiment de cantonner les uns et les autres, les unes et les autres, à des rôles sexués au-delà de nos compétences, au-delà de nos appétences. Et l'école est vraiment là pour faire exploser un ensemble de cadres qui sont transmis, répercutés de génération en génération sans qu'on les questionne vraiment. Et donc les enseignants ont vraiment un rôle, les enseignantes et les enseignants ont vraiment un rôle très important par rapport à ça. Quelque chose de très très simple et qui est fait de façon régulière, alors de façon officielle par des rapports et de façon régulière par des enseignants qui prennent le temps, c'est simplement de regarder les manuels dont on dispose au sein de nos écoles. Donc on peut déjà regarder un manuel, c'est-à-dire regarder les illustrations et les photos, et là aussi faire un travail hyper simple de comptage. On compte combien d'hommes et de femmes sont dans ces photos, combien de filles et de garçons, et quels sont les rôles donnés aux uns et aux autres. Donc c'est un travail très agréable parce qu'on prend un petit peu de distance par rapport au manuel qu'on utilise, et très souvent on voit s'installer une vision très clivée des filles et des garçons, des hommes et des femmes dans les tâches qui sont représentées dans les manuels, au point que souvent les manuels ont une représentation un peu obsolète, un peu passéiste, de rôles qui ne sont même plus en vigueur, si on peut dire, dans la société. Un exemple, je regardais un livre de lecture qui montrait une maman debout dans une cuisine en train de servir le petit déjeuner, avec le texte qui renforçait ça en disant de tous les jours, maman nous prépare le petit déjeuner, donc le papa et les deux frères étaient assis. Dans la réalité, ça ne se passe pratiquement plus jamais comme ça, et donc on se demande comment un livre scolaire qui est publié dans les années 2013, pour être exact, fait encore ce genre de représentation. La littérature de jeunesse est précieuse, il y a toute une mouvance des créateurs et des créatrices d'albums jeunesse qui reprennent l'écriture des contes de fées traditionnels, qui choisissent de mettre des héroïnes en scène, qui choisissent de créer aussi des couples de héros et de héroïnes, donc d'avoir une vision très mixte du monde. Et tout cela contribue à un imaginaire chez l'enfant qui est créé par cette confrontation, par cette fréquentation des albums jeunesse, où l'on donne une égale importance au rôle des unes et des autres. Et ça, c'est extrêmement fondamental parce que par le plaisir de la lecture, on crée un imaginaire beaucoup plus large et pas seulement masculin, comme on a tendance à le faire si on ne fait pas très attention à ce qu'on choisit.